Salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Brice, coach sportif spécialiste en perte de poids et en réhabilitation. Et je suis avec... Marion, coach sportive et nutritionniste. On a un accompagnement qui aide les hommes qui sont irréguliers en sport et en alimentation à perdre jusqu'à 10 kg de gras en 90 jours. Là, ça va être le premier épisode de notre podcast Entre coachs. Et là, ce sera la phase 1. On va appeler les noms des épisodes qu'on va donner, ça va être les phases, donc phase 1, etc., etc., au fur et à mesure des épisodes ou justement des phases. Donc le but de ce podcast, c'est vraiment de donner un maximum d'outils, partager un maximum nos retours d'expérience, nos connaissances, pour que tu deviennes régulier, que ce soit dans l'alimentation et dans le sport, et que tu comprennes qu'en fait, c'est pas du tout compliqué de perdre jusqu'à 10 kg en 90 jours, ni même d'être régulier dans le sport, dans l'alimentation. C'est vraiment une question de mindset. Du coup, on va s'attaquer à un gros mythe sur l'entraînement qui est le plus c'est mieux. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, c'est vrai que c'est un gros mythe, surtout quand on veut perdre du gras. On se dit souvent que plus on fait, plus vite on va perdre du gras, et donc mieux c'est. Sauf que, évidemment, c'est toujours à prendre avec deux aspects. En fait, il y a plusieurs aspects, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Et donc plus c'est mieux, oui c'est vrai, si on a la capacité de gérer le plus. Parce qu'il peut y avoir plein d'aspects négatifs au plus. Il peut y avoir les blessures, il peut y avoir justement l'irrégularité, parce qu'on se met des objectifs un peu trop élevés. Par exemple, je passe de zéro entraînement et pas de gestion de l'alimentation à 5 entraînements par semaine et des grosses restrictions alimentaires. Et donc là, plus c'est mieux que ce qu'il faisait avant, mais combien de temps il peut le faire? Et le plus important, c'est pas l'intensité avec laquelle on va faire notre effort ou quoi, c'est vraiment la durée en fait. Il faut vraiment viser un horizon long terme et donc plus c'est mieux si on est capable de gérer le plus. Sinon, moins c'est mieux. Mais pour les gens qui veulent perdre vite, Les gens qui veulent perdre vite, justement, dans ce cas-là, il va falloir, de toute façon, pour perdre du gras, il y a toujours deux facteurs. Il y a le facteur entraînement, il y a le facteur alimentation. Donc, il va falloir du coup mettre un plus gros focus, augmenter que ce soit la fréquence ou augmenter les restrictions sur le domaine où on s'en sent le plus à l'aise. Par exemple, si moi, avoir justement 4 entraînements par semaine, ça ne me dérange absolument pas et dans mon emploi du temps, j'ai le temps de le faire, c'est plutôt sur l'entraînement qu'on va jouer et on ne va pas en plus mettre plus de restrictions alimentaires. En termes de calories, je parle. Par contre, si au niveau du sport, on est assez juste, on n'a que, je sais pas, 2 séances de 1 heure qu'on peut faire par semaine, dans ce cas-là, ça va être plutôt au niveau alimentaire qu'il va falloir augmenter les restrictions au niveau calorique. Donc, je ne sais pas si j'ai besoin de 2000 calories pour perdre, je sais pas, 500 grammes par semaine, je vais peut-être passer à 1800 pour être sûr de perdre 700, 800 grammes par semaine, tout simplement. et du coup, combien de séances tu recommandes et combien de temps par séance? Combien de séances je recommande? Encore une fois, ça va dépendre. Ça va dépendre de combien de temps, en fait, combien de séances tu peux faire par semaine, combien de temps tu peux consacrer à ces séances-là. Si tu as un emploi du temps, par exemple, Jérémy, une personne qu'on a accompagnée, qui bossait, il y a des semaines où il a bossé jusqu'à 70 heures par semaine. Donc sur ces semaines-là, c'est à peine s'il a fait une séance, il est allé courir, il a fait vite fait du sport chez lui. Mais on lui a recommandé de se reposer. Et là, il est dans une période où vraiment, il peut absolument pas faire de sport parce qu'il bosse de 8 heures jusqu'à minuit tous les jours de la semaine. Donc là, lui, je ne vais pas lui dire de faire du sport. Contre une personne qui a du temps à consacrer à son entraînement, qui a ne serait-ce que 2 séances, qui peut faire 2 séances de 1 heure par semaine, là, on va prioriser ça. Et donc, on va prendre ce que la personne peut faire, tout simplement. Va falloir que je regarde mon emploi du temps, mon agenda, et que je regarde combien de fois je suis sûr de pouvoir faire mes séances dans la semaine. Donc, du lundi au dimanche, je regarde combien de jours je suis sûr à 100% que je minimise les risques d'imprévus, etc. Vraiment les jours où je suis sûr de faire ces séances-là. Et on va prendre le chiffre le plus bas possible. Ça veut dire, si je regarde et je me dis, en vrai, je suis motivé, je peux faire 4 séances par semaine, c'est sûr, etc. Il est mieux de commencer par 2 ou 3 séances, de s'assurer sur 1 à 2 semaines de faire ces 2 ou 3 séances, et ensuite, si vraiment c'est si facile que ça de tenir ces séances, d'augmenter, de passer de 3 à 4. Mais pas de partir direct sur 4 parce qu'on est pressé, comme tu as dit, parce qu'on veut perdre vite, etc. Parce que sinon, c'est le meilleur moyen si j'ai un imprévu et que je rate la séance du lundi ou du mardi, tout de suite, je m'étais dit que je ferais 5 séances par semaine, et là tout de suite c'est galère, il faut que je fasse du mercredi jusqu'au dimanche, c'est pas possible, c'est juste pas possible. Et si on part, comme j'ai dit, de 0 séance, là ça va être beaucoup trop, on va être fatigué, on va avoir un dégoût très rapide de nos résolutions, de nos bonnes habitudes, et donc on va arrêter. Voilà. Et combien de temps par séance?
bah, le temps par séance, encore une fois, ça va dépendre. Hein. Combien de temps je peux m'entraîner? Si j'ai une amplitude de 2 heures, bah, je peux faire un entraînement qui dure 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Enfin, si on prend en compte la douche et je sais pas, si on va à la salle, par exemple, l'aller, le retour de la salle, ou si on fait à la maison, bah, en fait, ça va vraiment dépendre. C'est au cas par cas. Maintenant, un entraînement de 20 minutes, ça se fait. Un entraînement d'une demi-heure, ça se fait. Un entraînement de 1 heure aussi. Enfin, c'est évidemment, il y a le plus, comme tu disais juste avant, il y a certains moments où plus c'est mieux. Donc si tu pouvais faire 1 heure, bah, tu aurais fait 1 heure. Sauf qu'il n'y a pas besoin d'avoir toutes les conditions réunies pour perdre du gras de manière optimale, etc. Donc si tu peux faire une demi-heure, bah, fais une demi-heure. Et c'est pas grave, tu peux pas faire 1 heure, ne fais pas 1 heure, tout simplement. Et du coup, comment on fait si on rate une séance? Parce qu'on a un imprévu, on est Bah, malade. Alors, si on rate une séance, le mieux, ça va être de recommencer directement. Donc, si par exemple, j'ai ma séance le lundi, il va être important de recommencer directement sa séance dès le mardi. Ok, j'ai pas pu pour X ou Y raison le lundi, bah, d'être présent à la salle ou de faire la séance à la maison ou dehors, peu importe, Ouais, direct le lendemain. voilà, dès le lendemain, parce que sinon, encore une fois, on rentre dans ce truc où oh, j'ai raté une séance, oh là là, ma semaine, elle est gâchée, boum, je recommence lundi prochain. Ah, ça, c'est la pire chose à faire parce que lundi, bah, comme on n'a rien fait, on a la flemme. Et puis, et c'est comme ça qu'il se passe 2 mois, 3 mois, 4 mois et on n'a pas fait de sport. Au final, on devait reprendre, mais on n'a pas repris. Donc, si on rate une séance, important de reprendre le lendemain au plus tôt. En fait, au plus tôt, hein, tout simplement. Donc, si c'est le lendemain ou l'après-lendemain, mais vraiment au plus tôt. Et sinon, bah, si on a raté parce qu'on est malade et qu'on est malade 1 jour, 2 jours, 3 jours, eh bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Juste qu'on peut reprendre, il faut y aller, tout simplement. Oui, même si au final, la semaine, on a fait que 3 séances au lieu de 4, on a au moins fait les 3. C'est ça, c'est ça. 3, c'est mieux que rien. Donc, il ne faut pas avoir voilà, ce truc où bah, j'ai pas pu faire, je sais pas, je me suis dit que je ferais, bah, comme tu as dit, 4 séances par semaine. Ah merde, j'en ai fait que 2. Enfin, voilà. Et si derrière, après, je me pèse, je sais pas, la fin de semaine pour voir et que j'ai pas perdu autant que je le voudrais, mais c'est normal. Hein, c'est normal parce que j'ai fait que 2 séances au lieu de 4. Et donc, c'est pas la peine de se mettre la pression, de se mettre dans des états pas possibles. C'est la vie, tout simplement. On peut pas être tout le temps à 100%, tout le temps au top. Et donc, il faut prendre la vie comme elle est. Et donc, tout ne tourne pas autour de l'objectif de perte de gras. Et donc, si on perd moins que ce qui était prévu parce qu'on a eu des imprévus quand on était malade, que je sais pas, on a eu des sorties, on a eu des mariages ou autre, bah, c'est la vie. Hein, on va pas s'empêcher de vivre parce qu'on veut atteindre un objectif. Voilà, tout simplement. Donc, on a vu qu'il y avait plusieurs mythes. On a attaqué déjà un mythe sur l'entraînement. Mais il y a aussi des mythes au niveau de l'alimentation. Le mythe qui dit que si on mange sainement, donc pour perdre du gras, on a un objectif de perte de gras, on doit manger sainement, en tout cas on doit manger des aliments plus sains, mais du coup ça signifie directement se priver. Donc qu'est-ce que tu penses toi de ce mythe où il y a cette, voilà, cette croyance que si on mange sain, on se prive forcément? Manger sainement, c'est pas forcément se priver parce que justement, se priver, ça veut dire qu'on enlève tous les aliments qui nous font plaisir et qu'on trouve bons, alors qu'en fait, on peut manger sainement en se faisant des assiettes qui nous donnent envie, colorées, avec des sauces qu'on aime, vraiment des choses, des assiettes vraiment composées, des recettes qu'on aime, qu'on apprécie, avec des variantes plus saines. Par exemple, c'est au lieu de mettre du beurre, on va mettre plutôt de l'huile d'olive ou des huiles de mélange plutôt végétales parce que au niveau des acides gras et enfin de la matière grasse qu'il y a, c'est de la matière grasse de meilleure qualité et qui va du coup être mieux consommée, qui va nous apporter des meilleurs nutriments. Mais au niveau du goût, par exemple, ça change rien. Et puis il y a plein d'autres choses comme ça. On peut continuer à se faire plaisir avec des pâtisseries, des recettes vraiment variées, gourmandes, et sans pour autant avoir la sensation de se priver, parce que quand on se prive, on ne tient pas sur la durée. Donc le tout, c'est, du coup, tu dirais, c'est d'avoir 80-20, Ouais. 80% d'une alimentation saine, mais en se faisant plaisir quand même, et avec 20% de vraiment aliments plaisir, même C'est si c'est des aliments qu'on ne va pas forcément recommander nous-mêmes en tant que coach, etc. Mais c'est des choses que nous aussi on fait. On aime bien avoir nos plaisirs, t'aimes bien avoir tes bonbons, j'aime bien avoir certaines pâtisseries, etc. Oui, alors qu'on ne mange absolument pas transformé le reste du temps. Voilà, c'est ça. Donc c'est un équilibre au final, et c'est un équilibre qui permet de perdre du gras sans en fait sentir qu'on est en déficit et sans sentir qu'on est en train de se priver. Mais du coup, toi, ce serait quoi du coup une assiette dans 80% de l'alimentation saine? Comment se répartirait l'assiette? Voilà, comment on répartit l'assiette? Comment on a une assiette qui est dite saine en fait, tout simplement? Alors, ça va toujours dépendre de plein de choses, notamment du temps, de la répartition des repas en fonction de la journée. Mais une assiette que je recommande pour avoir en tout cas tous les apports nécessaires pour la journée, ça va être une assiette composée de protéines
glucides. Donc protéines, c'est protéines animales comme de la viande, des œufs, même si bon, il faut manger beaucoup d'œufs pour avoir un bon apport en protéines. Voilà, c'est viande, poisson. Il y a aussi des protéines végétales comme le soja avec le tofu, des choses comme ça. Ensuite, glucides. Donc féculents et légumes, parce que les légumes, ça apporte des fibres et donc c'est hyper important pour la digestion. Et à quel moment on les cale, ces glucides? Les glucides, il faut les caler autour de l'entraînement, c'est le mieux parce qu'en fait, quand on n'a pas... En gros, autour de l'entraînement, on a besoin d'énergie, donc que ce soit avant ou juste après l'entraînement. Mais en soi, si par exemple on s'entraîne le matin, bah là on va manger au petit déjeuner puis le midi des glucides. Mais le soir, si on fait plus rien et qu'on se couche dans la demi-heure voire l'heure après manger, c'est pas forcément nécessaire. On peut, en tout cas, ça va pas être néfaste de manger des féculents le soir, mais c'est pas nécessaire dans ces cas-là. Et ensuite, du coup, pour favoriser la perte de gras. Pour favoriser la perte de gras, oui. On consomme des glucides, c'est les glucides qui vont être d'abord utilisés pour l'effort, pour l'effort. Pour l'entraînement. En fait, c'est l'énergie, enfin c'est ce que va prendre l'énergie directement, alors que quand on n'a pas de glucides, ça va aller taper plutôt dans la lipolyse, c'est-à-dire dans les gras, enfin dans les graisses. Ça va être la lipolyse, ouais. Et enfin, c'est la lipolyse, et donc ça va taper dans les graisses. Et c'est ce qu'on cherche du coup pour la perte de gras et pas la perte de poids. Ouais. Et donc, ça veut dire que si j'ai pris mon dernier repas, je me suis entraîné, donc j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai mis des glucides, comme ça j'ai eu de l'énergie à l'entraînement, j'ai pu mettre un maximum d'intensité, etc. Ensuite, je suis rentré chez moi, j'ai mangé encore une fois avec des protéines, des bons lipides et des glucides pour refaire le stock, etc. Et ensuite, la journée passe et on fait un peu ce qu'on appelle un jeûne de glucides, du coup, à partir du déjeuner. Et tout le reste de la journée, on ne mange plus de glucides. Oui. En tout cas, on n'a plus besoin de manger des glucides. Et du coup, ça va prioriser le tapage des graisses. Et même jusqu'au soir, où on va brûler aussi des calories et tout, toute la nuit, jusqu'au matin, où on va reprendre des glucides, etc. Et si on s'entraîne le soir, ça va être l'inverse. C'est l'inverse. Et on n'aura pas forcément besoin d'avoir des glucides au déjeuner. Sauf si on en ressent le besoin, encore une fois. Et le soir, par contre, on aura, du coup, on prendra une collation avec des glucides pour tenir à l'entraînement et ensuite... Et après l'entraînement, quelques glucides. Pas... Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas se coucher le ventre plein. Et les glucides, ça a cet effet-là de ventre plein. Et en général, quand on s'entraîne le soir, par exemple moi, je m'entraîne le soir, bah, je me couche dans la demi-heure après avoir mangé. Donc quand je mange des plats vraiment de pâtes, par exemple, bah, je sais que j'ai un peu de mal à m'endormir à cause de cet effet un peu lourd dans le ventre parce que y a la digestion qui se fait et c'est un peu plus long au niveau de la digestion. Mais oui, en gros, glucides avant l'entraînement, quelques glucides après, même si on termine tard l'entraînement et qu'on a un peu de mal à s'endormir, on réduit simplement la quantité, la portion, mais on en prend un petit peu pour refaire un petit stock d'énergie pour le lendemain. Et du coup, si on doit retenir quelque chose, c'est qu'il faut des protéines à chaque repas, que ce soit petit déjeuner, déjeuner, la collation ou le dîner, parce qu'on a quand même des quotas à avoir entre 1,8 et 2,2, on va dire, quand on est en perte de gras, pour être sûr de maintenir sa masse musculaire. Mais du coup, avoir ces protéines à chaque repas, est-ce que ça ne revient pas un peu cher? Comment toi tu fais pour que ça ne te revienne pas trop cher? Ou en tout cas, qu'est-ce que ça te fait de consommer des protéines à chaque repas? Est-ce que c'est vraiment si cher que ça? Et quelle stratégie toi tu utilises pour qu'au final, ne pas que ce soit trop élevé et quand même avoir tes quotas de protéines? C'est clair que c'est un budget aujourd'hui, que ce soit viande, poisson, c'est un budget. Maintenant, ça va dépendre de ton panier, en fait, de ton caddie de course et de tes priorités. C'est-à-dire qu'au final, même si la viande brute, ça revient plus cher, au niveau nutriments et santé, c'est incomparable par rapport à un repas qui t'apporte ce que... Les repas cuisinés, par exemple. Ouais, les repas cuisinés où tu te dis, c'est bon, j'ai protéines, glucides et lipides, alors qu'en fait, à chaque fois, il n'y a rien du tout. Ouais, c'est des protéines, il n'y en a pas beaucoup de mauvaise qualité, les glucides, pas beaucoup de mauvaise qualité. Et qui te revient à 4 € le repas, alors qu'au final, même si la viande, ça va te revenir peut-être au global sur le repas à 1 ou 2 € plus cher, au final, déjà, tu peux la cuisiner à ta façon, tu l'assaisonnes de la manière dont tu veux, et surtout au niveau de la priorisation des choses, au niveau nutriments et santé, ça n'a rien, c'est vraiment incomparable, contrairement à une alimentation industrielle qui est aussi inflammatoire, et ça c'est une vérité parce qu'il y a beaucoup de personnes... ça freine la perte de gras. Oui, clairement, et l'alimentation inflammatoire, c'est clair que ça freine la perte de gras et en plus ça rend malade. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y a plein de maladies digestives à cause des aliments transformés en fait. Mais du coup, par exemple,
Là, si je comprends bien, ça veut dire qu'il vaut mieux prioriser les aliments, enfin les protéines quand même si c'est un budget. Après, c'est vrai que quand on calcule vraiment, et que c'est pas tant un budget que ça, parce qu'au final, on mange quand même pour 3-4 euros. C'est ça. Parce que si on prend, je sais pas, le kilo de poulet qui coûte entre 11, 12, allez, maximum 13 euros, on se dit, putain, on se dit, mince, j'ai payé 13 euros pour 1 kilo, sauf que le 1 kilo, si tu es Ouais. tout seul, encore une fois, bah, le 1 kilo, ça te fait énormément de repas, ça te fait au moins 5 ou 6 repas. Et donc, 5 ou 6 repas, si tu divises 13 euros par 6, ça fait 2 euros. Oui, au Donc, tu as, final, 2 euros de protéines. Voilà. c'est ça. Si, Et après, plus tu le rajoutes paquet de pâtes voilà, et ça, le paquet de, riz, de ou les légumes, légumes, etc. voilà. T'en es pour, allez, moins de 5 euros, tu as mangé. Donc, est-ce qu'au final, c'est pas mieux d'avoir son repas, C'est ça. comme tu as dit, bien composé, etc. Pour 3-4 euros, on va plutôt être sur les 4 euros, au lieu d'acheter son repas déjà prêt, avec 300 calories, une mauvaise qualité des aliments pour 3,50 €. Ouais. Autant avoir son repas à 4 euros tout simplement. Et du coup, il y a cette technique qui est utilisée quand on n'a pas trop de temps, etc., ce qui est le batch cooking. Est-ce que toi tu le fais et comment tu le fais? Enfin, qu'est-ce que ça permet d'avoir? Ouais. Alors, moi, je fais pas le batch cooking, je fais le meal prep. Je vais expliquer la différence. Le meal prep, c'est qu'en gros, on fait par repas. Donc, c'est-à-dire que je vais prendre 300. En général, je me fais 2 repas à chaque fois que je cuisine. Donc, je sais que je mange à peu près 150 grammes de poulet à chaque repas. Donc, je prends 300 grammes et je les coupe. En fait, je cuisine mes 300 grammes de poulet, plus ma quantité de pâtes nécessaire pour me faire 2 repas, plus les légumes. Et comme ça, j'ai le midi et le soir, ou le soir et le lendemain midi. Par exemple, moi, ça m'arrange pour l'entraînement. Comme ça, quand je rentre, j'ai mon plat qui est déjà fait, que ce soit que je rentre de la salle ou de l'entraînement de JJB. Et ça, vraiment, c'est un gain de temps. Au final, sur le coup, on ne perd pas plus de temps à cuisiner 150 grammes de poulet ou 300 grammes. Et au final, sur la journée, bah, on gagne peut-être 2 heures de temps hors cuisine, en fait. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Et de l'autre côté, on a le batch cooking, notamment quand on achète 1 kilo de poulet, bah, c'est hyper intéressant parce que ça évite de manger 1 kilo de poulet de la même façon. C'est-à-dire qu'on va prendre 300, en fait, on va prendre notre kilo, on va faire 300 grammes au paprika, 300 grammes à la sauce tomate. Au curry, etc. Et voilà, etc. et en fait, soit on congèle, et soit on met au frigo et on mange dans les 3 jours. Et comme ça, et on peut faire ça avec tout. On peut faire avec le poulet, avec le bœuf, puis avec le riz, puis avec les légumes. Et en fait, en plus, finalement, avec peu de base d'ingrédients, on peut se faire des assiettes complètement différentes tous les jours et toute la semaine. Et ça change pas un peu le goût, justement, là, ce batch cooking, de garder ces aliments, de les faire, je sais pas, le dimanche et puis manger le truc le mercredi? Bah ouais, en fait, non, ça change pas du tout le goût. Par contre, il faut le manger dans les 3 jours pour vraiment qu'au niveau goût et fraîcheur, ça n'ait pas perdu. Parce que forcément, si on attend, plus on attend que ce soit Par exemple, si on laisse une semaine au congèle, ça aura forcément un peu le goût de congèle. En général, on connaît les plats surgelés, ça a souvent un goût de surgelé. Bah, ça peut le faire un peu si on attend trop longtemps. Mais si on mange dans les 3 jours, il n'y a pas de problème. Pareil au frigo. Bah, au frigo, il n'y a pas du tout ce problème-là. On met au micro-ondes, on réchauffe ou on réchauffe à la poêle et c'est bon, on mange et on n'en parle plus. Ça n'a plus le goût. Enfin, ça n'a pas de goût différent. Ok. Du coup, bah, avec tout ce qu'on vient de dire, ça peut paraître beaucoup de choses à adapter. Ça peut être beaucoup de contraintes pour certaines personnes. Et du coup, qu'est-ce que toi, t'en penses? Qu'est-ce que tu peux dire aux personnes qui ont peur que ça fasse trop d'un coup et qu'ils pensent qu'ils vont jamais tenir toutes ces habitudes? Ça, c'est un peu la mentalité, tu sais, tout ou rien. C'est-à-dire que si je peux pas m'entraîner 5, 6, 7 fois par semaine à la salle, ça sert à rien. Si j'ai pas un budget, je sais pas, je te dis des bêtises, de 500 € de course, ça sert à rien. Si je peux pas m'entraîner 2 heures, ça sert à rien. Évidemment, si on pense comme ça, on fera jamais rien. Donc, comme je disais au début du podcast, si on n'a que 30 minutes à disposition tous les 2 jours, on prend ces 30 minutes tous les 2 jours. Si au niveau alimentaire, on aime bien avoir certaines choses, on va mettre en place ces choses-là. Si on a un budget serré, on va diminuer certaines choses et on va faire des compromis. Si on n'arrive pas à avoir ces quotas de protéines, par exemple, c'est pas la mort. D'accord ? C'est des recommandations, c'est pour prioriser, c'est pour maximiser, optimiser. Par contre, on peut quand même perdre du gras, on peut quand même conserver un minimum en se rapprochant le plus possible de son quota de protéines. Et c'est pareil surtout. Donc, c'est
vraiment avoir cette compréhension dans le sens où on n'est pas des sportifs de haut niveau, d'accord? Enfin, On n'est pas là pour ça. surtout à toi là aujourd'hui Ouais. qui nous écoute, t'es pas sans doute pas un sportif de haut niveau. Donc ça veut dire que ce que tu mets en place aujourd'hui, c'est ce que tu peux mettre en place, que ce soit en termes d'organisation, que ce soit en termes d'envie et que ce soit tout simplement en termes de possibilités. Oui, c'est Donc, il faut faire l'état des lieux en termes de temps, comme j'ai dit, ce que tu peux faire, ce que tu as envie de faire aussi, ce que tu as envie de manger, comment tu veux le manger, comment tu veux cuisiner tes repas, est-ce que tu veux faire des trucs rapides, simples, est-ce que tu veux faire des trucs bien cuisinés avec beaucoup de goût, vraiment bien mijotés, etc. Tout ça, ça dépend, en fait, tout ça, ça dépend de chacun. Et en fonction de ça, on adapte. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas tous les feux qui sont au vert qu'on ne peut pas mettre en place une perte de gras. Si aujourd'hui tu travailles beaucoup, bah, c'est pas grave. Tu peux quand même commencer à mettre en place ce que tu peux mettre en place, parce que comme ça, quand tu auras plus de temps, ce sera encore plus facile de perdre du gras. Alors qu'à l'inverse, si aujourd'hui tu as énormément de temps, tu attends d'être en vacances ou tu attends vraiment l'alignement des astres pour commencer à perdre du gras, eh ben, imaginons que tu aies un imprévu, que tu reprennes le taf, que je sais pas, X ou Y, bah, là tout de suite ça va être plus compliqué. Ah ouais, mais mes horaires, nanani, j'ai plus le temps. Et en fait, tu n'as pas pris en compte une organisation, tu n'as pas anticipé, tout simplement. Et justement, par rapport à ces imprévus, bah, comment on fait pour les prévoir et comment ne pas lâcher juste après ces imprévus? Comment ne pas tout abandonner parce que on a eu une soirée avec les collègues où on a mangé beaucoup plus que ce qu'on mange d'habitude. Et du coup, on se dit, ça y est, c'est mort, j'ai tué ma perte de gras. Bah, tout simplement, les imprévus, selon moi, ça n'existe pas. Les imprévus, 99% du temps, c'est juste un manque d'organisation. Un imprévu, c'est très rare. Un imprévu, ce serait que j'ai préparé mon plat et je l'ai oublié chez moi. Ça, c'est un imprévu. Du coup, bah, comment j'anticipe? Mais au-delà de ça, et en vrai, c'est très rare, Oui, ça les arrive. imprévus n'arrivent jamais. On sait, on connaît nos proches, on connaît nos amis, on sait quand on invite des gens ou on sait quand on est invité. Et tout ça, il faut juste le prendre en compte. Et nous, c'est pour ça que dans notre accompagnement, on a toujours ce questionnaire de bilan de fin de semaine. Donc, il y a la pesée, s'ils ont bien pu suivre le nombre d'entraînements, s'ils en ont raté, s'ils en ont pas raté, s'ils ont pu suivre le plan alimentaire, s'ils l'ont suivi à la lettre. Et il y a une question importante qui est, est-ce que tu as des imprévus la semaine prochaine? Et ça, toutes Et les donc, semaines. alimentaire, alimentaire, sportif, est-ce que, je sais pas, tu pars en séminaire, est-ce que je sais pas, enfin, Ouais, en gros, tout On imprévu, demande tout, voilà, oui. tout imprévu, et comme ça, on en discute et on met en place une stratégie pour ça, parce que le plus gros frein, en vrai, quand on regarde et quand je discute avec pas mal de gens et même que je vois au niveau des appels qu'on peut avoir, c'est vraiment le plus gros frein, c'est le manque, pas d'organisation directement, mais le manque d'anticipation aux imprévus. Alors que, justement, avec une bonne anticipation, les imprévus, on les évite à 80% du temps. Moi, j'ai pas d'imprévus dans mon quotidien, tout simplement parce que en soi, mes journées, elles se ressemblent, d'accord? Quand je vais coacher à gauche, à droite, etc., bah, c'est toujours les mêmes journées et je sais que j'ai ça. Et même quand, par exemple, le week-end, je sais que, je sais pas, on va avoir un repas avec ta famille ou avec la mienne, eh ben, ça fait partie du truc et je sais. Et j'ai anticipé en amont, tout simplement. Oui, et ce que je voulais dire aussi, c'est que parfois les imprévus, il faut pas se dire que ça va tout gâcher parce que, je sais pas, nous on a envie de sortir un soir, on a envie d'aller au restaurant comme ça, alors que on a mangé toute la journée normalement et on n'a pas pris en compte notre objectif. Par exemple, actuellement je suis en perte de poids. Si là on a mangé notre journée normalement et que ce soir on a envie d'aller au resto, bah c'est pas grave en soi parce qu'au final, vu que les autres jours de la semaine, je vais manger normalement en fonction de ce que j'ai prévu et de mes besoins caloriques, etc. Bah, au final, cet imprévu-là où on a mangé au restaurant, bah, ça va se lisser sur le reste de la semaine. Donc, il ne faut pas se dire « Oh mince, j'avais pas prévu de dire oui à mes collègues ce soir pour sortir, mais j'ai mangé plus que j'avais prévu alors que j'avais pas compté. » Enfin, faut pas trop se prendre la tête. C'est pas grave. On a mangé un peu plus ce soir. Au pire, le lendemain matin, si tu as envie de prendre un plus petit déjeuner, tu peux. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas nécessaire. Mais tu peux si tu te sens mieux en le faisant, tu peux. Et sinon, au final, reprendre normalement. voilà, si tu reprends normalement, ça va se glisser. C'est la vie, quoi. Et le poids sur la balance, il va pas être hyper élevé parce que tu as mangé dehors ce jour-là. Et même, par exemple, nous, ce qu'on aime bien faire, ce qu'on aime bien dire aussi aux personnes qu'on coach, c'est si, par exemple, elles doivent se peser le dimanche et qu'elles ont un restaurant le samedi soir, eh ben, elles ne se pèsent pas le dimanche,
elle se pèse le samedi matin, matin. tout simplement. Et donc, ça évite de se prendre la tête, ça permet de profiter. Et si on sait qu'on a un restaurant et qu'on sait qu'on va, voilà, que quand c'est dans des événements comme ça, aussi, c'est important de se connaître, mais dans des événements comme ça, on aime bien manger, on aime bien se faire plaisir. Eh ben, on diminue sur la journée, comme ça, on peut complètement se faire plaisir sur le jour, donc le samedi soir. Et après, on reprend dès le dimanche, normalement, tout simplement. Et après, on fera la pesée le dimanche d'après. Et comme si c'était rien passé, ça va se relisser tout seul. Au final, c'est ça, sur le processus, sur les 3 mois, les 6 mois, on aura, cet Même imprévu. sur la semaine, Oui, déjà sur la semaine de base, mais ce que je veux dire, c'est que sur le plus long terme, cet imprévu-là qui aurait pu être prévisible si vraiment on l'avait vu, ou alors cet événement-là qu'on était au courant qu'on allait beaucoup manger, et ben c'est pas grave, il va disparaître en fait dans notre, ça va se lisser et ça s'anticipe. cet excès va se disparaître en fait. Oui, très bien. ça peut s'anticiper. Okay. Et du coup, comment faire pour repallier, pour pallier à ça et pour pas se dire que c'est la fin du monde, comme tu as dit, tout simplement, le jour d'après, on reprend comme si c'était rien passé la veille. Et si on veut diminuer un tout petit peu pour rattraper, entre guillemets, tant que c'est pas obsessionnel, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Si c'est que psychologique pour se dire au moins, je sais que vu qu'hier soir j'ai beaucoup mangé, ce matin déjà je ressens pas énormément la faim et en plus d'habitude mon petit déjeuner est vraiment copieux, là je ressens que j'en ai pas besoin, hier j'ai beaucoup mangé, je sais que psychologiquement je me sentirais mieux de moins manger ce matin pour pouvoir remanger correctement. Ou que t'as pas faim tout simplement. Je sais que moi parfois quand je mange beaucoup le soir, la veille, le lendemain matin, impossible de manger mon petit déjeuner habituel parce que j'ai pas faim. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave aussi. C'est-à-dire que même si le lendemain matin, tu ne manges pas, c'est pas grave. Ça arrive de pas manger le matin ou de pas manger à l'heure du petit déjeuner, mais de manger vers 10-11 heures parce qu'on a un petit creux. On grignote, c'est un grand mot, mais voilà, on peut se préparer une petite collation du matin parce qu'on sait que le petit déjeuner, on n'avait pas faim. Ou prendre son déjeuner à 11 heures. Ou prendre son déjeuner plus tôt, ça arrive aussi. Et voilà, au final, on reprend le cours de notre journée, de notre perte de poids et tout va bien. Voilà. Donc là, c'était le premier épisode. On a parlé de beaucoup de choses. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, à nous dire si tu as des questions, les poser dans l'espace commentaire ou nous les poser directement sur Instagram et on se servira de ces questions posées pour les prochaines phases où on parlera des questions que tu nous auras posées. Et sinon, nous, on aura d'autres questions, on aura d'autres thématiques par rapport à ce qu'on rencontre et par rapport à ce qu'on voit tout simplement au quotidien.